Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Alexandra Orniancaude répond à Thomas Pesquet. Et puis il y a un numéro spécial violence, Emmanuel Macron dans ce numéro. Avant de traiter toutes ces informations, je voulais remercier comme de coutume tous ceux qui me permettent de vivre mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui est à l'honneur Corsair, un fidèle et finel. Merci à lui. Et puis, il y a 40 000 abonnés. Alors, je voulais souhaiter évidemment la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. 40 000 abonnés sur cette chaîne. Eh bien, c'est votre succès. C'est vous qui la soutenez par les petits pouces bleus. C'est vous qui me donnez de la visibilité avec vos messages. C'est vous qui me permettez d'apparaître sur d'autres réseaux sociaux. Je tenais véritablement du fond du cœur à vous remercier. C'est une phrase que j'ai souvent répétée, mais la réinformation, c'est un travail collectif. C'est pas un journaliste dans son coin, d'ailleurs c'est tous les journalistes ensemble, et puis c'est tout le public ensemble. C'est ainsi véritablement qu'on fera reculer les LCI, les France 2 et autres BFM. La semaine dernière, j'ai tourné une vidéo sur Alexandra Orniancaude. Elle a bien fonctionné, plus de 180 000 vues. Et vous avez été très nombreux à la soutenir et à me dire que Thomas Pesquet, c'était un young leader, que c'était quelque chose d'inadmissible et que vous l'avez souvent vu soutenir Emmanuel Macron. Bon, il y a bien quelques esprits chagrins qui sont venus sur cette vidéo écrire de messages très curieux. Comme je suis un homme courtois, je leur ai expliqué cette chose. En tout cas, j'ai écrit cette phrase. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Macron vous remercie, n'oubliez pas d'aller chercher votre nonos à l'Élysée. Ça reste courtois, mais je pense que j'ai dit l'essentiel des choses. Dans cette vidéo, donc, j'émettais l'hypothèse qu'Alexandra Orniancaude était victime d'une barbouzerie, et je pense que cette hypothèse est largement confirmée. C'est une absurdité qu'a pu écrire Thomas Pesquet. Et on se pose même la question, bon, on sait qu'il est young leader, mais comment il a pu tremper dans quelque chose d'aussi minable ? Alexandra Orniancaude était au micro d'Éric Morillo, animateur des Incorrectibles, où elle a bien confirmé ce que j'avais supposé. Ce n'est pas elle qui a bloqué Thomas Pesquet. Elle n'avait aucune raison. Je ne sais pas du tout comment s'est retrouvé bloqué par mon compte Thomas Pesquet. Évidemment, je l'ai débloqué, mais il ne me suit pas. Alors pourquoi voulait-il que je le débloque ? Cette question, j'y ai répondu dans ma vidéo précédente. Certains peuvent poser la question, mais comment cela est-il possible ? Vous savez que Twitter France est quand même gouverné par certaines personnes qui sont assez proches du pouvoir. Et puis nous avons tous été victimes de shadowban qui sont évidemment illégaux. Nous avons tous été victimes d'attaques de trolls, etc. Vous savez, dans ce monde, il n'y a rien d'étonnant à cela. Regardez par ailleurs, quand vous avez ce type de personne qui est capable de dire « la réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes », Olivier Véran est l'incarnation de la violence symbolique du pouvoir macroniste. Il utilise systématiquement le mensonge, la manipulation, la propagande. Il a toujours cet air suffisant, arrogant, méprisant. Écoutons ce qu'il nous dit dans ce discours. La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Je laisse de côté l'inversion, ça s'appelle un chiasme pour que la formule soit sonore, qu'on s'en souvienne. Mais qu'est-ce qu'elle signifie ? Véran nous explique. Vous n'avez pas aimé la réforme des retraites ? Eh bien, on fera des réformes encore plus impopulaires. On vous met le pied sur le visage. Vous croyez pouvoir nous avoir ? Eh bien, non. On ira jusqu'au bout. Et il nous annonce qu'il y aura une majorité élargie pour voter ces textes. Et il pense aussi, de temps en temps, des 49-3. Il était également l'invité de Léa Salamé sur le plateau de Quelle époque ? Et nous avons assisté, là encore une fois, au numéro d'Olivier Véran qui a suscité le malaise. Et oui, il continue à mettre de l'huile sur le feu. Et d'ailleurs, c'est assez étrange. Comment se fait-il qu'il puisse être encore invité sur le service public, sachant ce que l'on sait de lui, sachant sa responsabilité dans les politiques sanitaires, notamment sur les confinements ? Est-ce que Léa Salamé lui rappelle son bilan ? Non, rien. En Angleterre, vous avez des journalistes qui interrogent les politiques. Aux États-Unis, vous avez des journalistes qui font leur travail. En France, c'est le tapis rouge. C'est ça qu'il faudra absolument changer. Olivier Véran ne devrait plus passer sur un plateau de télévision sans lui rappeler ses actes passés.
Il n'y a que Marc Doyer qui se fend d'un tweet rageur « Je veux être le premier à le faire condamner par le Conseil de l'Ordre des médecins pour tous ces mensonges. Et je pense que l'ensemble des Français aimeraient faire condamner Olivier Véran. » Mais Olivier Véran affirme des choses qui sont évidemment fausses. Lorsqu'il dit qu'il aura une majorité élargie, eh bien Éric Ciotti le contredit dimanche. Éric Ciotti met en garde contre tout débauchage individuel après la main tendue d'Emmanuel Macron au LR. Et oui, les LR ne veulent pas monter sur le Titanic. L'équation pour Emmanuel Macron devient de plus en plus compliquée. Elisabeth Borne tente une opération séduction. Alors je vous rassure, elle ne fait pas de striptease. Non, elle nous explique qu'Elisabeth Borne, donc, qu'elle n'utilisera plus de 49.3 pour apaiser la population française et elle aimerait dialoguer avec l'ensemble des syndicats et des parlementaires. Bon, elle l'utilisera quand même pour quelques textes budgétaires. Mais on la sent un petit peu perdue, ça tire à U et à Dia, et on sait bien que sous cette opération séduction ne trouvera pas d'écho. Alors Olivier Véran, c'était la violence symbolique. Il y a chez Emmanuel Macron de la violence physique. Nous en avons eu un aperçu ce week-end à Sainte-Soline, où nous avons vu en effet les forces de l'ordre affronter l'extrême gauche, les écologistes et même des groupes paramilitaires. C'était hallucinant, on se serait cru dans un film de Mad Max. Comment est-ce possible ? Je vais tout de suite dire que je renvoie dos à dos Emmanuel Macron et les forces de l'ordre, parce que c'est Emmanuel Macron qui est derrière les forces de l'ordre avec Darmanin et Nunez, et les manifestants qui étaient à Sainte-Soline. Pourquoi ? Parce que les deux forces qui s'affrontaient étaient illégitimes. En effet, les écologistes sont opposés à des élus de terrain qui ont voté ces lois. Ils se sont opposés à quelque chose qui a été discuté et voté. Et je remercie Tanguy de l'avoir rappelé en étant un élu de terrain, élu par les classes moyennes et les classes populaires à des écologistes. Ce ne sont pas en effet des anarchistes et des gens du NPA, voire des écologistes fanatiques qui peuvent faire la loi parce qu'ils ne représentent strictement personne. Dans ce genre de choses, il faut un débat serein. On a bien compris qu'Emmanuel Macron manipule ce genre de fanatiques pour apparaître comme un sauveur. Alors, je voudrais juste revenir sur ces gens qui manifestent, qui sont en quelque sorte, nous dit Jean Messia, le produit de l'éducation nationale. Alors, on va l'écouter. Allons-y. Je voulais juste terminer mon propos, si vous permettez. Alors, sans rentrer dans le détail politique, on sème aussi ce qu'on a récolté. C'est-à-dire que quand dans les manuels scolaires, on vous explique depuis des années que la fin du monde c'est pour demain et que si on ne fait rien, tout le monde va mourir, c'est à peu près la tonalité de ce qu'on enseigne dans les programmes scolaires aujourd'hui, il est évident que vous biberonnez toute une génération à un climat très anxiogène, très inquiétant, et que vous formez des fantassins, des corps francs à leur corps défendant qui vont ensuite effectivement essayer de faire quelque chose. La fin justifiant les moyens. J'avais rappelé pendant de nombreux numéros qu'Emmanuel Macron avait qu'une seule carte, c'était la violence des casseurs, parce que tout simplement, il avait utilisé ce scénario pendant les Gilets jaunes. Il avait pourri les mouvements à l'aide des black box. Eh bien, il a recommencé cette stratégie et c'est le JDD qui nous révèle les ficelles. Réforme des retraites, quasiment toutes les règles du maintien de l'ordre ont été violées. Et c'est Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, qui nous fait l'analyse. Jusqu'au 49.3, les manifestations n'ont pas connu de forte violence. Il y avait bien de temps en temps les Black Blocs qui venaient d'ailleurs se heurter au service d'ordre de la CGT. Mais il n'y avait pas de violence policière comme on a pu en voir après le 49.3. Il y a une raison à cela. Emmanuel Macron et Darmanin avaient laissé les unités de la Brave, ces policiers ultra-violents, dans les casernes. Mais la donne a changé après le 49.3. Et on commence à comprendre pourquoi. Là, toutes les règles ont été violées. C'est ce que nous dit ce chercheur. Le nombre d'illégalités commises par les policiers est énorme. Quasiment toutes les règles du maintien de l'ordre ont été violées.
proportionnalité de la force, absolue nécessité de la force, usage des NAS, gazage des personnes, non-port du référentiel des identités de l'organisation, le fameux RIO, le matricule de 7 chiffres qui identifie les policiers, tutoiement, insulte, privation de liberté et surtout menaces physiques. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, il fallait exciter la jeunesse qui a été fortement réprimée par des mesures illégitimes pour qu'elle aille dans la rue, qu'elle casse tout et qu'apparaisse évidemment une situation de chaos. Et dans ces conditions, Emmanuel Macron pouvait apparaître comme celui qui est le garant de l'ordre. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le Figaro. Avec l'irruption de la violence, Emmanuel Macron veut incarner le camp de l'ordre. C'est orwellien, c'est lui qui crée le chaos et le désordre, et ensuite il dit « je suis le sauveur ». Ce plan, il l'a déjà utilisé à maintes reprises, et il y a encore des gens d'extrême gauche qui tombent dans le panneau, à moins qu'ils soient complices. Et moi, je crois de plus en plus qu'ils sont complices. Ils sont en rivalité avec la CGT, qui est un syndicat qui a évidemment la sympathie d'un très large auditoire. Ils essaient en effet de les doubler sur l'extrême gauche. Et Emmanuel Macron utilise ces gens. Plus il y aura de violence, plus Emmanuel Macron deviendra légitime. Si on veut éviter ce mauvais scénario, il ne faut pas tomber dans le piège d'Emmanuel Macron. Et puis, il tente une opération qu'il a aussi usée sur les Gilets jaunes. Regardons un petit peu ce qui arrive à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle est également victime de lettres de menaces après Aurore Berger. Est-ce un hasard ? Non, je ne crois pas du tout au hasard. Nous apprenons en effet que celui ou celle qui menace Yael Braun-Pivet est identique à celle qui a menacé Aurore Berger ou Marie Lebec. Ça fait quand même beaucoup. Ce qui fait dire à un internaute à l'œil très attentif, Babar le rhinocéros, je ne dis pas que les lettres sont fausses, moi non plus. Je dis juste que si en 2023, un seul corbeau fait trembler la Macronie de chez lui avec du découpage, du scotch, du papier et un timbre vert, soit les services de renseignement français ne sont pas compétents, soit on est très naïf. En effet, il serait très facile pour des services spécialisés de retrouver la trace de ce corbeau. Et là, je vois se mettre en place un narratif que j'apprécie pas et que j'ai souvent dénoncé, non seulement lors de l'épisode des Gilets jaunes, mais aussi sur le convoi de la liberté qui se situait au Canada. Lorsqu'on veut décrédibiliser ses adversaires, on les insulte. On les traite par exemple d'homophobes, Olivier Dussopt. On peut les traiter d'antisémites, comme Yael Braun-Pivet. On peut aussi les traiter de sexistes, comme Aurore Berger, et puis on peut les traiter de complotistes, de nazis, etc. Bref, il faut qu'ils répondent à la définition qu'on avait entendue pendant l'épisode des Gilets jaunes, ce sont des déplorables entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils essaient de décrédibiliser des gens qui militent pour la liberté ou leurs droits sociaux. C'est évidemment, encore une fois, une inversion accusatoire parce que les déplorables, ce sont tous ces gens qui utilisent ces barbouzeries. Alors Emmanuel Macron s'accroche à la branche de la violence pour essayer de sauver sa tête. Donc soyons malins, les grèves, les manifestations, les blocages, tout ce qui est en fait de légal, mais ne tombons pas dans son piège parce qu'il n'attend que cela. Alors, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, on va parler évidemment de son aplatissement devant Bruxelles et l'Allemagne. Auto-nucléaire, l'Allemagne impose ses vues à Bruxelles. La Commission européenne a accepté la proposition du gouvernement Scholz d'autoriser les e-carburants de la 2035 et à limiter les avantages du nucléaire. Macron vient juste de faire voter une loi sur le nucléaire. Eh bien, Scholz, via Ursula von der Leyen, lui a dit non, le nucléaire, pas bon. Emmanuel Macron a-t-il réagi ? Non, il a courbé les chines. Et nous avons aussi appris, et là j'avoue que ça commence à bien faire, il faudrait peut-être que les gens de l'armement commencent à parler. On a appris qu'une des fabricants des robineries SNLE français va passer sous pavillon américain. C'est un fleuron de notre industrie. On a l'impression que quand les Américains veulent voler une industrie de pointe à la France, Emmanuel Macron leur sert sur un plateau. Lorsque certains politiques affirment qu'Emmanuel Macron est traître à la nation, nous avons quasiment chaque semaine un exemple.
Et ce qui est vraiment navrant, c'est qu'on avait des visionnaires, hein, des gens qui nous avaient expliqué qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Pensez par exemple à ce grand visionnaire Gérald Darmanin. Pour maîtriser des familles qui manifestent, les gaz lacrymogènes sont lancés. C'est scandaleux. Je demande la démission du préfet de police. Nous sommes tout à fait d'accord, Gérald Darmanin. Ah oui, mais c'est le Gérald Darmanin du 24 mars 2013. Cela ne l'empêche pas d'utiliser ce genre de méthode aujourd'hui. Et puis, il faudrait aussi se référer à d'autres visionnaires. Je pense à toujours Gérald Darmanin. L'élection de Macron précipiterait la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. C'est tout à fait juste. Bravo, Gérald Darmanin. Mais aussi Édouard Philippe. Emmanuel Macron n'assume rien, mais promet tout, avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un routier. C'est juste. Quant à Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Il dit tout et son contraire selon ses auditeurs. On se souvient d'ailleurs qu'à l'époque, il était socialiste le matin, il n'était pas socialiste l'après-midi. Vous imaginez que tous ces gens qui sont extrêmement lucides sur les capacités d'Emmanuel Macron l'ont rejoint pour un ministère, pour un plat de lentilles. Ça en dit long sur ces hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur les autres réseaux sociaux. C'est un petit peu difficile aujourd'hui, un peu de fatigue. Je vous remercie et puis à bientôt. Bye bye.